fraction de seconde, bon, et dans le tunnel, on se retrouve dans le noir. Et on m'a prévenu qu'il y avait eu un accident de train à Vierzy. J'ai réalisé tout de suite que ce serait probablement une catastrophe plus grave qu'on l'imaginait. Ça nous a coupé véritablement la vie. 16 juin 1972, vendredi 21h. Veille de fête des pères et de porte ouverte au régiment de Soissons. À bord de l'autorail venant de Paris, personne ne se doute que la voûte du vieux tunnel de Vierzy, long de 1400 mètres, vient de s'effondrer. À 100 km/h, le train percute les boulis. Une minute plus tard, l'autorail arrivant de Laon en sens inverse s'encastre dans le premier. On se demande ce qui se passe, on entend les gens se plaindre, et on entend les gens crier de douleur. On ne sent pas le temps passer. Vous ne voyez pas bien la situation, j'étais un peu sur le flanc droit, blessé, mais bon, mes jambes coincées. Et après, disons qu'on parle, avec le temps, on ne sent plus la douleur. Mais on se demande si on va être retrouvé. L'alerte est donnée, mais les secours peinent à s'organiser. Jean-Jacques Denisot a 18 ans à l'époque. C'est son baptême du feu comme pompier volontaire. C'était l'apocalypse. Incroyable quand on arrive comme ça dans un tunnel et qu'on voit cette masse de ferraille comme un mur. Vous ne pouvez pas passer. Et vous avez des gens qui crient au secours, qui essaient de vous agripper quand vous passez. On avait ce qu'on a cru être l'avant du train de Laon, qui est en réalité l'arrière de la deuxième voiture du train de Paris. Et on a compris que très tard, qu'il y avait un deuxième train de l'autre côté du tumulus et qu'on s'en était jusque-là pas du tout occupé. D'abord équipés de simples scies à métaux, dans l'obscurité et la poussière, les pompiers éprouvent les plus grandes difficultés à dégager les blessés et les nombreux cadavres. Les 4 jeunes filles là, qui étaient acclitinées le long du carreau. Et c'était incroyable parce qu'à chaque fois qu'on passait, il fallait qu'on passe devant. C'était horrible. Horrible. À l'époque, Francis Maillard est armé de sa caméra à 16 mm. Il filme les premières images de la catastrophe. Récemment, dans ses archives, il a retrouvé ses bobines inédites en couleur. Je me souviens d'avoir vu ce monsieur qui sortait en s'arrachant les cheveux et qui venait de perdre un de ses enfants à l'intérieur du tunnel, quoi. Mais c'est des choses qu'on n'oublie pas. C'est émouvant. Je le revois encore et je suis encore ému parce que vraiment, là on voit les gens qui vont chercher les corps. On revient avec des wagonnets et on en a sorti comme ça toute la journée. Ça a duré 2-3 jours hein, quand même. Et c'est vrai que le lendemain, tous les noms étaient inscrits sur les portes de l'école et de la mairie. Non, monsieur, il ne faut pas exagérer. Allez, hop, rangez vos appareils. Tout le monde était présent. Les gens du village, tout le monde venait. Et il y a eu une très grande gêne pour les secours. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça serait impossible, puisqu'aujourd'hui, il y aurait des cordons de sécurité, personne n'aurait le droit d'approcher. Bernard Debré est resté prisonnier des tôles pendant 36 heures. À peine dégagé, on le voit sur ces images transféré à l'hôpital du Val-de-Grâce où il sera amputé des 2 jambes. Il est le dernier survivant de la catastrophe et il s'en est fallu de peu. Et on a attendu 36 heures avant de tirer le train en arrière. Et je me rappelle très bien que le préfet était très, comment dirais-je, préoccupé par cette décision de tirer en arrière. Il y avait de quoi d'ailleurs. On savait bien qu'en tirant en arrière, s'il y avait encore un vivant, on allait l'achever. On pensait qu'il n'y en avait plus, on avait quelques raisons de le penser. On avait les chiens, on avait enfin toute une série de moyens d'écoute, on pensait qu'il n'y avait plus personne. Si jamais il y en avait, on risquait de l'achever. Et de toute façon, ce qu'on avait trouvé, elle est horrible. J'ai entendu, après le délai médical que les pompiers allaient arrêter les recherches, je l'ai entendu ça. Ça m'a un petit peu angoissé. Je me suis fait entendre en tapant avec une barre de fer, quelque chose qui était à ma portée. Et encore le bras gauche de libre. Et après la suite, on s'en souvient plus. Quand ils m'ont délivré au bout de 36 heures, j'ai tombé dans le coma, quoi. Le bilan définitif s'établit à 108 morts et 111 blessés graves. Parmi eux, de nombreux étudiants et des militaires en permission.
Georges et Colette Lézin ont perdu leur fille dans l'accident. Elle avait 19 ans. Le matin, on a pu voir tous nos défunts. Je sais pas, moi, je suis restée à l'hôpital toute la nuit. À l'hôpital de Il Soissons. était 6 heures peut-être. Et c'est là, dans une grande salle, que nous les avons découverts. Nous avons découvert notre fille, voilà. Parmi, je sais pas, c'était une centaine peut-être, oui. Un seul blanc, ils étaient tous, oui. L'émotion est immense dans la région. Des obsèques solennelles sont célébrées à Soissons et à Laon. Les esprits sont marqués, en particulier ceux des sauveteurs. C'est des cauchemars qu'on fait. Je suis rentré de chez moi, j'étais pendant plus d'une semaine sans pouvoir toucher quelqu'un, toucher un avant-bras. Ma vie a complètement changé, donc il a fallu s'adapter à la situation. Mais bon, étant sorti de là, il n'y avait que d'avoir de l'espérance pour la suite. Vient le temps des questions. Comment un tel drame a-t-il pu se produire? 2 procès à Soissons puis en appel à Amiens tentent d'établir les responsabilités. La justice conclut à des négligences lors de travaux d'entretien du tunnel. En 1977, elle condamne à 8 mois de prison avec sursis 2 ingénieurs et un contrôleur de la SNCF. Est-ce qu'on peut dire ce soir que les 4 ans et 7 mois de bataille juridique que vous avez menée pour que Vierzy serve d'exemple ont servi à quelque chose? À rien. Je crois à rien. La vérité, elle était simple, hein. Il y avait eu un cahier des charges qui n'a pas été respecté à un endroit névralgique du tunnel, le plus sensible du tunnel. La suite de ça, la SNCF a entrepris la rénovation de l'ensemble des tunnels de France. Tous ont été diagnostiqués et ça a entraîné des travaux qui ont duré une bonne dizaine d'années. Depuis, 40 ans ont passé. Les trains empruntent toujours le tunnel, mais dans la région, l'événement est resté ancré dans la mémoire collective. C'est tous les gens du coin, pratiquement. L'émotion de l'accident, les deuils, la perturbation de la vie courante après, ça a beaucoup marqué la région. Jacques Duplaine, lui, est breton. Arrivé à Laon il y a 20 ans, il a été intrigué et ému par cette tragédie. Il a composé une chanson pour qu'on s'en souvienne. Les gens, en fait, évoquaient beaucoup l'accident, mais ils n'en parlaient jamais. Donc c'est dans l'air, mais c'est palpable et c'est intouchable, en fait. Parce qu'on n'arrive pas à savoir ce qui s'est vraiment passé. Alors donc, oui, on se tait aussi, je pense. Vierzy, tout est calme aujourd'hui, mais au sommet du tunnel, une sculpture, une stèle